Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est écrivaine, romancière et dramaturge, mais aussi, pourquoi pas, un peu médecin légiste. Dans sa dernière pièce, Autopsie mondiale, elle ausculte en effet la fin d'un monde, celui des idoles, des paillettes et des strass, à travers deux figures mondiales de la pop, Michael Jackson et Britney Spears. Deux stars déchues, deux symptômes, mais de quoi ? Que disent-elles, non pas d'elles, mais de nous, qui les jugeons, les annulons ou les adorons ? Qui est donc l'imposteur ? Bonjour, Emmanuel Bayamaktam. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Avez-vous parfois le sentiment d'être dans l'imposture ? Non, jamais. C'est vraiment un sentiment qui m'est très étranger. Et quand vous écrivez, quand vous présentez une pièce, quand vous avez écrit vos premiers romans, par exemple, vous vous êtes pas dit « est-ce que je suis bien à ma place ?» Non, au contraire, l'écriture, c'est l'endroit où je me sens le plus à ma place. Après, la publication, la promotion, c'est autre chose. Mais non, le sentiment d'imposture, je ne connais pas. Est-ce que vous pensez que cette pièce que vous avez écrite, Autopsie mondiale, voulait traiter justement de ce thème de l'imposture ? C'est-à-dire non pas que ces stars-là ne soient pas à leur place, mais qu'on leur fasse porter des choses qu'elles ne voulaient peut-être pas porter. Alors, je peux pas dire que j'ai pensé donc à l'imposture en écrivant Autopsie mondiale. J'ai plutôt pensé aux enfances maltraitées et bousillées et de Michael Jackson et de Britney Spears. Je pense que la matrice, elle était plutôt par là. Donc, rien à voir avec l'imposture, rien qui vous intéresse dans ce sujet-là. Ni vous par rapport à un rôle que vous pourriez jouer, ni Britney Spears ou Michael Jackson. Ah non, vraiment pas. Bah alors, on va tout de suite les écouter. Désolée. Faut pas. « 10 septembre 2001, notez bien la date, Michael Jackson se produit au Madison Square Garden à New York pour célébrer ses 30 ans de carrière solo. Un seul duo dans la soirée, celui qu'on entend en ce moment même avec Britney Spears, alors au fait de sa gloire, avec cette chanson The Way You Make Me Feel. Ironie donc de cet événement, il a été complètement effacé par le 11 septembre, qui s'est donc produit le lendemain. Pourquoi un tel point de départ pour votre pièce, Emmanuel Bayamaktam ? Alors vous avez raison, c'est le point de départ, c'est ce duo mythique entre Britney et Michael. Et j'avais de toute façon l'intention d'écrire sur Michael Jackson, qui est déjà un personnage de mes textes antérieurs. Quand Michael est mort en 2009, j'écrivais un roman qui s'appelle La Princesse 2 et j'ai intégré la mort de Michael à mon récit. Il est présent aussi dans Il y a des hommes qui se perdront toujours. Voilà, je reviens sur l'enfance de Michael, le fait qu'il ait été maltraité par son père, dressé même par son père. Donc il y avait ce désir de travailler sur Michael et puis il y avait cette matrice là, de ce duo mythique et j'ai rencontré un jeune comédien qui s'appelle Pierre Lefebvre-Adrien et qui joue Michael dans Autopsie mondiale. Et en discutant avec lui, je me suis aperçue qu'il était fan de Michael, qu'il en connaissait toutes les chorégraphies et toutes les chansons. Et c'est lui qui m'a désinhibée, en fait, qui a fait que j'ai osé écrire cette pièce. C'est parce que j'avais mon comédien. Vous l'appelez Michael ? Oui. Parce qu'il a dans votre vie une place importante, particulière ? Oui, c'est vrai, je l'appelle Michael. Oui, je pense que j'écoute tous les jours au moins une chanson de Michael Jackson et voilà, sans être une vraie fan parce que ah bah si non écouter une chanson de Michael Jackson par jour, c'est être une vraie monde écoute du Mike. Non, ah bon, alors non, effectivement c'est vrai que je me targue peut-être à tort d'une espèce de familiarité avec son œuvre et que effectivement il y avait ce désir de mettre ces chansons en circulation dans mes textes. Et alors pourquoi ce point de départ précisément
justement, ce duo-là, pourquoi n'avoir pas seulement écrit pour Michael Jackson, enfin sur Michael Jackson, mais sur ce duo-là, dans cette vidéo, vous étiez tombé sur cette vidéo qui Alors, vous avez inspiré? Il y a une espèce de collusion entre donc deux personnages, donc je pense qu'ils ont des trajectoires assez proches, hein. Deux enfants stars, deux enfants qu'on a privés de leur enfance, qu'on a hyper sexualisés très jeunes, l'un et l'autre, parce que Michael finalement on lui a fait chanter des chansons d'amour, il avait 10 ans, Britney n'en parlons pas, enfin c'était une espèce de Lolita, et donc il y a cette collusion, et il y a même une espèce de paradoxe aussi dans le fait que Michael a choisi Britney pour chanter ce duo. C'est le seul duo qu'il fait lors des 2 galas du 7 et 10 septembre 2001. Et je pense qu'elle incarne en même temps tout ce qu'il détestait. C'est une femme blonde, sexy, alors que il y a beaucoup de chansons de Michael dans lesquelles on sent, je pense à Dirty Diana, je pense à Billie Jean, une espèce de répulsion profonde par rapport à ce qu'incarne Britney. Donc, en plus, le clip de The Way You Make Me Feel, ce qui reproduit sur la scène du Madison Square Garden, c'est une scène de drague de rue, donc tout est grotesque et tout est sublime en même temps. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être ce qu'on voit à l'écran en fait quand on regarde ce duo-là, parce que moi je la connaissais pas cette vidéo, donc je suis allée la regarder après votre spectacle, et c'est vrai qu'elle est le temps aussi fait du mal à ce genre de vidéo. C'était quand même il y a 22 ans, donc on a l'impression que tout est ringard, mais c'est vrai que même la mise en scène est nulle. Elle se pavane. Britney Spears se pavane. Elle est moins fan que vous, peut-être. Non, mais Britney Spears est quand même une excellente danseuse, et là, elle peut pas danser. Voilà, elle arpente la scène de droite à gauche en faisant mine d'être draguée par quelqu'un qui ne la regarde pas. C'est ça. Alors, dites-vous qu'il transpose le clip. Qui est une scène de drague de rue où Michael est là effectivement à courser une fille qui ne veut pas de lui en prenant des postures hyper viriles qui sont là aussi complètement grotesques. Et le duo avec Britney, elle est sublime dans une petite robe verte moulante, sauf qu'elle est perchée sur des talons très hauts et qu'elle ne peut pas danser. Et elle aurait dit, alors évidemment, je suis pas sûre de l'anecdote, elle aurait dit à Michael en coulisses, écoute, je peux pas danser avec ces talons, et il lui aurait répondu, marche, le monde suivra. Parce qu'il avait bien conscience que Britney allait avoir un succès quasi égal au sien. Donc, est-ce que c'était aussi cette espèce de duo un peu bizarre dont vous sentiez aussi un peu la répulsion qui vous a intéressé de mettre en scène Emmanuel Bayamaktam? Alors, il y avait le désir d'écrire ce que j'appelle une dramédie musicale, c'est-à-dire un texte de théâtre avec des chansons, des chorégraphies. Mais aussi de montrer 2 adultes qui n'ont pas pu accéder à une vie d'adulte, en fait, ni à une sexualité d'adulte. Et par ailleurs, quand j'ai commencé à faire savoir que je voulais écrire sur Michael, une pièce de théâtre autour de Michael Jackson, j'ai une jeune comédienne que j'aime beaucoup qui m'a dit « Mais Emmanuel, tu ne peux pas écrire sur Michael Jackson parce que Michael Jackson est un prédateur sexuel. » Et c'est devenu l'argument de la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je n'avais pas forcément prévu, c'est que du coup, j'allais faire le procès de Michael Jackson dans ce texte-là. Alors voilà, il faut peut-être revenir sur cette pièce-là, parce qu'on a parlé donc de ce point de départ qui est cette vidéo, mais donc dans cette pièce, vous imaginez le retour, 14 ans après la mort de Michael Jackson, de donc Michael Jackson et Britney Spears en duo, encore une fois, mais dans l'intervalle, le monde a changé. On fait quand même des débats sur cette distinction entre l'œuvre et l'homme. On parle de pédocriminalité. La race et le genre sont des réflexions fondamentales de notre époque. On parle aussi de cancel culture. On annule les gens, les célébrités. Et il y a évidemment aussi la crise climatique. C'est ça que vous voulez nous montrer, ces stars qui sont plus dans leur époque ? Alors, je sais pas si c'était ma réflexion au moment où j'ai commencé à écrire ce texte, mais en tout cas, ça fait partie des sujets que Autopsie Mondiale agite. C'est vrai que le monde a changé. MeToo est passé par là, et c'est tant mieux. Et c'est vrai aussi que le documentaire Living Neverland a fait des dégâts. Enfin, c'est devenu difficile. Sur Michael Jackson, où sont mis au jour justement tous ces faits de pédocriminalité. Ouais, c'est devenu difficile d'aimer Michael. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que c'est vous qui êtes fan de Michael Jackson. Alors, mais moi, pour le coup, dans Autopsie Mondiale, j'agite mes marionnettes, et il y a à la fois un fan qui va prendre la défense de Michael et un personnage qui s'appelle Opinion Mondiale qui est venu pour l'annuler. Sachant que
il y a des velléités d'annulation de Michael Jackson. Il y a des radios québécoises qui ont cessé de le programmer, les producteurs des Simpsons qui ont retiré l'épisode dans lequel on entend la voix de Michael. Et en même temps, c'est complètement vain. On ne peut rien annuler aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Même dans la Rome antique, ça ne marchait pas vraiment. Alors imaginez aujourd'hui. Donc moi, je ne tranche pas. J'espère que le spectateur sortira de cette pièce en se posant autant de questions que moi. Je fais avec ce trouble qui est que j'aime les chansons de Michael, je vis avec, mes enfants aussi, mes conjoints, mes amis, enfin mon conjoint. Je suis polygame, mes multiples maris. C'est même lui qui m'a initiée à Michael Jackson. Qu'est-ce qu'on fait de ces révélations qui malheureusement laissent peu de place au doute? Mais du coup, la réflexion de cette jeune femme qui vient vous dire attention, il y a warning, comme on dit, attention, il y a un thème que tu ne peux pas éluder en parlant de Michael Jackson. Là, vous vous dites quand même, j'y vais, mais prends en compte. Je saute à pieds joints même, oui. Donc au départ, vous vouliez écrire une pièce sur Michael Jackson, aussi sur ce duo, et à travers cette réflexion-là, vous vous êtes dit comment je fais pour intégrer en fait toutes ces critiques, et c'est devenu l'objet. C'est ça. Oui. Je sais pas quel tour aurait pris la pièce. Je pense que de toute façon, j'aurais forcément dû me confronter au fait que Michael est un prédateur sexuel, évidemment. Mais là, c'est devenu central. Oui, parce qu'en plus, vous l'avez pas écrit toute seule, cette pièce. Il y a eu une façon un peu collective d'écrire cette pièce. C'est l'avantage du théâtre, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec ce projet que j'ai proposé à Clément Poiré, qui dirige La Tempête et qui met en scène Autopsie mondiale. On a choisi ensemble les comédiens, même si j'avais Pierre Lefebvre Adrien en tête et François Chary pour le personnage du fan. Et ensuite, effectivement, il y a eu plusieurs allers-retours entre les comédiens et moi, et j'ai intégré, j'ai modifié le texte en fonction d'eux et elles. En fonction de leurs propositions ou de leurs réticences. Par exemple, Mathilde Haut-Neveu, qui joue Britney Spears, qui fait une merveilleuse Britney Spears, elle trouvait le rôle un peu ingrat. Il y a des moments où elle se posait la question de son utilité dans ce spectacle. Et j'ai intégré ça. Du coup, ça a fait bifurquer le texte. Et c'est comme ça que j'ai envie d'écrire, en fait. C'est vrai que c'est intéressant, cette remarque de cette comédienne, pardonne-moi, j'ai oublié son nom, qui interprète Britney Spears. Mathilde Haut-Neveu. Qui, justement... Retenez ce nom. On le retient, qui, justement, effectivement, nous montre que Britney Spears, parfois, est juste une sorte de... incarne presque un faire-valoir, parce que le procès qui se joue, c'est celui quand même d'un mort. Oui. C'est quand même dans les limbes. C'est vraiment Michael Jackson. Alors que Britney Spears, je le rappelle quand même, n'est pas morte. Et que, à tout moment, libérée de la tutelle de son père il y a quelques mois, peut quand même renaître et réapparaître, se réinventer. Oui, alors c'est pas vraiment ce qu'elle fait. Pour l'instant, vous avez peu d'espoir pour l'avenir de Britney Spears, je le sens. C'est vrai qu'elle m'intéresse moins que Michael Jackson, mais effectivement, elle est libre. Que fait-elle de cette liberté? On ne sait pas trop. Elle se ridiculise un petit peu sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui sont consternantes. Je m'égare un peu. Alors c'est vrai que Michael est mort, Britney non, et en même temps, je les ai placés dans une situation où il y a quand même un doute sur la mort de Michael. En tout cas, lui prétend être vivant et trouve que Britney finalement les moins que lui. Et puis surtout, les deux voulaient tourner assez également en dérision. C'est-à-dire que Britney Spears arrive donc dans sa tenue, la même qu'elle avait au Madison Square Garden en 2001. Elle se casse la figure justement à cause de ses talons trop hauts. Et Michael Jackson semble mal à l'aise, inconfortable, presque il chante faux. Il y a quelque chose de bancal qui ressort de cette interprétation-là, où même la salle de concert est brinque-ballante et noire. Il y a des musiques qu'on reconnaît pas trop. Donc il y a quelque chose de bancal qui ressort. Alors ça n'est pas de mon fait, même si j'y adhère. C'est vraiment la mise en scène de Clément Poiré. Et je crois que lui, il avait pas envie de quelque chose qui relèverait du karaoké. Et il voulait que la musique finalement soit jouée live, que que Pierre qui joue Michael Jackson ne chante pas forcément très bien, alors qu'il chante très bien. Oui, mais c'est vrai que c'est une question. On peut justement se demander est-ce que ça contribue au personnage, et en même temps, on est en train de se dire est-ce que c'est voulu ou pas. Alors. Moi, je donne très peu d'indications scéniques quand j'écris un texte de théâtre, et même je pense que je vais ne plus en mettre du tout, parce que plus de didascalie. Voilà, parce que de toute façon, je délègue la mise en scène à d'autres que moi, et là pour le coup, il y a vraiment une équipe à La Tempête. Enfin, c'est faramineux ce que ça a exigé ce spectacle en termes de lumière, de costumes, de maquillage, de décor aussi, parce que les décors, il y a des changements de décor, il y a un côté à la fois bricolé et en même temps, tout à coup, il y a un fond qui apparaît, il y a une sorte de fausse
fusées, de fausses navettes. Oui, de briques et de broc avec une planche à repasser qui sert de fusée. Enfin oui, et ça, c'est le choix esthétique de Clément Poiré. Hein. Ce côté effectivement déglingué, bancal, distordu, dissonant. Et qui représente, que vous interprétez comment, vous? C'est-à-dire plutôt comme une sorte de bancalité, je ne sais même pas si ce terme existe, des personnages, ou alors plutôt du monde. On est dans une fin de monde et on n'est pas complètement dans le monde d'après, on est dans un entre-deux. Oui, ils sont dans des espèces de limbes. Alors je crois d'ailleurs que c'était perturbant et pour les comédiens et pour le metteur en scène que j'ai pas situé vraiment l'action. Et vous n'avez pas voulu les aider là-dessus? Vous vous prononcez? Ouais, j'ai pas voulu me prononcer parce que de toute façon, dès que je leur parlais de limbe ou de purgatoire, je voyais bien que je suscitais la perplexité, que ça les aidait pas du tout. Et cette idée que ce soit une espèce de concert dont on ne sait pas bien effectivement où et quand il a lieu, ça c'est Clément Poiré. C'est important la mise en scène quand on dit vouloir faire une dramédie musicale. Moi j'ai beaucoup aimé ce mot parce que quand on imagine une comédie musicale, on imagine effectivement des décors, de la danse. Dans une dramédie musicale, vous reprenez ces codes-là? Alors, moi je voulais qu'il y ait de la musique et de la danse, et il y en a, mais je répète, j'ai vraiment laissé toute l'attitude et à Clément Poiré et à ses comédiens d'y mettre un peu leur patte et leur couleur. Mais je voulais que ce soit dans la mesure où c'était Michael Jackson et Britney Spears, je savais que ça allait pas non plus être une pièce très sobre et très minimaliste. Moi, de toute façon, mon esthétique, elle est plutôt du côté du baroque et de l'excès. Et je pense que Clément, j'ai pas besoin de le pousser beaucoup pour qu'il aille là-dedans. Et donc, alors moi, ça a été la surprise de découvrir début septembre ce qu'ils avaient fait de mon texte. Et ça a été une merveilleuse surprise. Bah justement, on va tout de suite en écouter un extrait. Alors, on n'aura pas forcément, on n'aura même pas du tout, c'est sûr, les images, mais on aura au moins votre texte. Les petits enfants étaient parfaitement consentants. Oh mon Dieu! Les petits enfants étaient heureux de venir jusqu'à moi. Ils reconnaissaient ma propre innocence. Ils savaient que je ne pourrais jamais leur faire de mal. Je n'ai jamais été un prédateur, au contraire. C'était moi la proie. Vous voyez, monsieur Jackson, vous admettez les faits. Mais je n'admets rien du tout. À vous, Michael, allez, arrête, à vous. L'aveu est la reine des preuves. Une fois que tu auras avoué, Opinion mondiale se déclarera satisfaite et passera à autre chose. Opinion mondiale est très inconstante, un procès chasse l'autre. Allez, vas-y. Opinion mondiale est très constante, au contraire. Dans sa soif de destruction et de souillure de tout ce qui est beau et pur. Opinion mondiale n'a jamais fait que ça. Détruire et souiller. C'est Opinion mondiale qui a eu ma peau. Ah vous. C'était pas le propos folle? Ou le fentanyl? Oh, Michael, enfin! Tu as été autopsié! Tout le monde est au courant, maintenant. Au courant de quoi? Aucune autopsie n'a jamais révélé quoi que ce soit sur la nature profonde d'un être. La tienne a été très édifiante. On t'a ouvert et on n'a rien trouvé. Tu étais vide. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Alors voilà, on est vraiment au cœur de votre pièce, Emmanuel Bayamaktam, Autopsie mondiale, mise en scène par Clément Poiré. Comment vous avez eu cette idée géniale d'opinion mondiale qui vient asséner, juger, décréter, condamner et qui est génialement interprétée, il faut le dire, par Louise Coldefi. Oui, merveilleuse Louise Coldefi, un génie comique à mon avis, mais tous sont excellents. Alors, Opinion mondiale, je crois qu'elle est présente dans un autre de mes livres, oui, je suis même sûre. Parce que ça, c'est vraiment l'avènement des réseaux sociaux qui fait qu'on est en permanence confronté à ces jugements plus ou moins unanimes, à ces critiques, à ces censures, à ces discours. Et Opinion mondiale incarne un peu tout ça. Ça veut dire que elle est née, ce personnage, cette voix, en tout cas, je sais pas comment vous la qualifiez, elle est née avec l'idée des réseaux sociaux, où vous vous dites aussi déjà, en 2001, il y avait moins de réseaux sociaux, mais oui. Déjà, on jugeait beaucoup les artistes, Michael Jackson, Britney Spears, peut-être un jugement qui était plus légitimé ou d'autorité, et aujourd'hui, cette opinion mondiale, elle s'est vraiment disséminée, chacun peut en faire partie, en quelque sorte. Mais c'est ça. Et en l'occurrence, c'est quand même un changement notable.
j'ai l'impression il y a toujours cette espèce d'arrière-fond de jugement, de discours auquel on a accès en permanence finalement. Oui, beaucoup de choses ont changé depuis la mort de Michael. Mais au fond, quand on entend cet extrait, on assiste bien au procès de Michael Jackson, mais quand on regarde votre pièce, on a l'impression qu'on fait le procès de la société, ou alors même notre procès. C'est-à-dire qu'en la regardant, j'ai eu l'impression à certains moments que Opinion mondiale, c'était moi, et que je pouvais m'en vouloir, faire œuvre de réflexivité, ou en tout cas de culpabilité, sur les jugements à l'emporte-pièce que je pouvais porter sur toutes ces figures médiatiques. Alors oui, c'est une façon effectivement de regarder cette pièce. Alors moi en tant qu'autrice c'est différent parce que j'ai mis un peu de moi dans chacun des personnages sans m'identifier à aucun du reste. Mais Opinion mondiale c'est clairement nous bien sûr. Donc il y a plusieurs personnages, il faut peut-être les resituer. Il y a Opinion mondiale, il y a Michael Jackson, Britney Spears, et puis il y a aussi le fan. Donc l'archétype du fan. L'archétype du fan qui intervient presque comme une bouffée d'oxygène face à Opinion mondiale qui assène, rit, coupe la parole, est extrêmement drôle, mais en fait effrayante. Et là, le fan vient lui objecter des arguments qui sont extrêmement audibles. Est-ce que vous pouvez nous les restituer ? Bien sûr. Alors, il faut savoir que moi, je me suis inspirée aussi d'un autre documentaire qui s'appelle This Is It, qui est un documentaire en fait sur les dernières répétitions de Michael avant sa mort, puisqu'il préparait une tournée qui se serait appelée This Is It. Et on voit dans ce documentaire des jeunes danseurs qui sont auditionnés, ils passent un casting pour savoir s'ils vont ou pas accompagner Michael Jackson dans sa tournée. Et on voit leur émotion. Ce sont des fans, ce sont des danseurs, mais ce sont des fans. Ils sont devenus danseurs précisément parce qu'ils étaient fans de Michael Jackson. Et on les voit, on en voit un en particulier, submergé par l'émotion parce qu'il a été retenu et pleurer en expliquant l'importance centrale qu'a eu Michael Jackson dans sa vie. Donc mon personnage de fan dans Autopsie mondiale vient directement de ce documentaire et il se trouve qu'en écrivant la pièce, j'avais en tête le merveilleux François Chary, qu'il incarne donc dans Autopsie mondiale, et que je me suis aussi inspirée de sa gestuelle, de son flow, puisque j'ai déjà travaillé avec lui. Donc à travers ce fan, est-ce que vous vouliez un petit peu aussi faire une leçon de morale à ceux qui jugent rapidement? En fait, cette pièce, j'ai envie de vous demander si c'est notre procès, vous l'avez dit aussi, mais en fait, à qui elle s'adresse si c'est pas forcément aux fans de Michael Jackson ou à ceux de Britney Spears? Parce qu'on peut aller la voir indépendamment de ça. Qu'est-ce que vous vouliez que ça provoque chez le lecteur de votre pièce s'il achète seulement votre livre ou s'il va au Théâtre de la Tempête? Alors attention, c'est pas une pièce pédagogique, c'est pas non plus une pièce à sujet ou à thèse. Provoquer du trouble, ça c'est sûr. Faire qu'on s'interroge sur l'admiration qu'on peut avoir pour un artiste, sur notre propension effectivement à juger et à lyncher. Mais c'est quand même assez équilibré comme argumentaire, puisque le fan a la parole, Opinion mondiale a la parole, Michael se défend aussi, en disant que finalement, avant d'être un prédateur, il a lui-même été une proie et une victime. Et vraiment, j'espère que la pièce n'est pas manichéenne ou n'est pas péremptoire et qu'on n'en sort pas en se disant que j'ai voulu réhabiliter Michael Jackson ou au contraire enfoncer le clou de son indignité. Je voudrais que finalement, c'est compliqué, mais j'ai un peu écrit cette pièce sur une ligne de crête en évitant de basculer d'un côté ou de l'autre. C'était aussi une manière de ne pas vous prononcer sur ce débat que j'ai soulevé tout à l'heure, à savoir comment on peut continuer à être fan d'une personne dont on sait qu'elle a commis tel ou tel acte. Et ça marche avec Michael Jackson, mais en fait ça marche avec une multiplicité de stars qu'on peut adorer, de réalisateurs, d'artistes, de peintres. Voilà. Donc cette question-là, vous n'apportez pas une réponse, mais vous vouliez vraiment la mettre au jour? Alors, de toute façon, l'annulation est impossible. On est d'accord. En revanche, il y a des annulations possibles. C'est-à-dire des personnes vivantes, on peut leur refuser d'être distribuées avec certains films. On peut leur refuser on ne les invite plus. On ne fait plus de papier sur eux. Des prix, voilà. Alors, il y a des manières d'annuler. Priver un pédophile ou un prédateur sexuel de la position dont il a abusé précisément pour
pour agresser sexuellement, ça me semble très bien. Et la cancel culture comme culture de la dénonciation, j'y adhère. Et je pense que après, il faut faire avec ses contradictions, ses désirs, ses névroses et ses fantasmes. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on peut continuer à écouter Michael, tout en sachant que dans sa vie privée, il s'est très mal comporté. Ça me paraît possible. Il est mort de toute façon, donc il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de réparation. On ne pourra pas lui en vouloir ouais. et le faire payer. Mais c'est quand même une question que moi je me pose, c'est-à-dire que jusqu'où en fait les discours ambiants, les condamnations, les dénonciations, le fait aussi en fait de sortir des histoires comme ça, jusqu'où ça peut réorienter un désir, une manière d'aimer telle ou telle œuvre. Est-ce que vous pensez que l'opinion mondiale a le pouvoir de réorienter nos désirs profondément ? Peut-être pas de façon radicale, mais de l'infléchir ou de faire qu'on soit moins inconditionnel. Oui, bien sûr. Oui. Donc vous pensez que ça peut marcher, que finalement la cancel culture, sans pouvoir annuler quelqu'un, peut quand même en fait avoir une force de frappe en réorientant des désirs qui... Parce que quand on adore Michael Jackson, on ne peut pas s'empêcher de danser, d'avoir envie de danser sur cette chanson. Donc jusqu'où, en fait, presque ces mécanismes naturels, cette spontanéité, elle peut être réformée par ça. On commence à danser, on s'arrête en disant « Ah non précisément, moi, je n'ai pas de réponse. Je crois que à chacun de faire avec sa conscience, ses désirs, son admiration, son goût, sa propension à danser ou pas. Et je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, je pense qu'il ne faut pas parler de cancel culture, il faut plutôt parler de culture de dénonciation. Le pire, c'est quand même l'impunité. C'est que des gens aient pu sévir impunément et la dénonciation, elle me paraît légitime et nécessaire. Après, doit-on vraiment s'empêcher de danser sur Michael Jackson ? Non. Pourquoi vous tenez à cette distinction entre annulation et dénonciation ? Vous m'avez repris plusieurs fois. L'expression cancel culture, finalement, elle est souvent utilisée pour discréditer des luttes et des revendications qui sont des luttes et des revendications légitimes et qui émanent souvent de minorités. Donc, oui, je préfère culture de la dénonciation. On va passer à un tout autre sujet. Des fois, quand on me dit va mettre le couvert, moi ça me plaît pas parce qu'on fait comme si on donnait des ordres. Alors, des fois, je le fais. Avant, c'était toujours moi qui recevais des broustes. Maintenant, ça m'en donne moins. Moi, c'est plutôt pour les notes. Par exemple, je viens avec un 0 ou quelque chose comme ça, pas une grosse note. On me dit en premier, quoi. Il faudra faire mieux. Et si le lendemain matin, je viens encore avec un 0, il faudra faire mieux. Eh ben, elle me gronde ou elle me punit. Moi, ma soeur, j'étais déjà en train de la frapper parce qu'elle me dit de méchanceté. Moi, j'ai pas le droit à la parole. Quand on me gronde, j'ai pas le droit à la parole. Mais ma soeur, elle met toujours son petit grain de sel. Il faut les gronder. Pour bien les élever, quoi, il faut les gronder. Alors, il y a énormément de fils à tirer à partir de cette archive. Emmanuel Bayamaktam, c'est une émission qui date du 12 avril 1978, émission Les Mercredis de la Jeunesse diffusée sur la première chaîne de l'ORTF. Déjà, en fait, on y entend des enfants à Marseille et c'est la ville où vous êtes né, la ville à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Et puis, il parle aussi de l'éducation, qui est quand même une forme de violence. Ils ne peuvent pas prendre la parole. Et enfin, juste pour raccrocher avec votre pièce, vous nous avez présenté Britney Spears et Michael Jackson comme avant tout des enfants fracassés, enfin en tout cas des adultes fracassés, des enfants géniaux devenus adultes fracassés. Pourquoi cette importance de l'enfance qu'on retrouve aussi dans d'autres de vos livres ? Oui, c'est vrai que dans beaucoup de mes livres, finalement, je raconte et je décris des enfances saccagées, malmenées, par des parents défaillants, irresponsables ou franchement maltraitants et toxiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'au premier chef, je me suis intéressée à Michael Jackson, puisque, comme je vous l'ai dit, cet intérêt ne date pas d'autopsie mondiale. Oui, elle est marrante, cette archive. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elles le disent presque avec le sourire. Oui, vous êtes un peu jeune, mais rappelez-vous, la rouste, c'était normal de la recevoir. Oui, mais c'est en 78. C'est de dire, de parler, de dire, j'ai pas le droit d'avoir la parole et de le dire en souriant presque.
Alors qu'on sent quand même c'est là où les choses ont changé pour le mieux. C'est-à-dire que vous pouvez plus impunément frapper votre enfant, lui donner une fessée. Enfin, je vous rappelle qu'en 78, les parents avaient encore des martinets, c'est-à-dire des morceaux de bois avec des lanières en cuir. Je sais bien, j'en ai déjà vu accrochés dans des maisons, notamment chez les grands-parents. Et 78, c'est pas la préhistoire. Donc ça, c'est vraiment un sujet, presque le fil conducteur, on pourrait dire, de vos œuvres. Oui, effectivement, oui. C'est quasi dans tous mes textes. Ouais. Et qu'est-ce qui vous intéresse Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Non. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette manière de revenir sur des enfances qui finalement, en fait, ont presque échoué à ce passage à l'acte avec l'âge adulte ? Bon, d'abord, ça m'intéresse d'avoir comme personnage et même souvent comme narrateur et narratrice des enfants et des adolescents parce que je les saisis à un âge qui, sur le plan romanesque, est extrêmement intéressant parce que c'est un âge de métamorphose et puis on a dans l'enfance une espèce de radicalité où on a aussi une espèce d'accès à la poésie, à la beauté qu'on perd un peu, me semble-t-il, par la suite. Je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'ai souvent des narrateurs et des narratrices qui ont entre 7 et 19 ans. Vous êtes aussi professeur de littérature. Est-ce que vous voyez justement dans cet enseignement une manière d'assurer au mieux ce passage-là, dans le fait d'enseigner les lettres, les textes, l'écriture, la lecture ? Alors j'ai cessé d'enseigner, c'est ma première rentrée sans classe, mais j'ai enseigné pendant 35 ans, et 35 ans essentiellement en banlieue parisienne. Et oui, j'étais extrêmement consciente du fait que, même si c'était très à la marge, je pouvais transmettre, je pouvais infléchir, je pouvais faire réfléchir, je pouvais éveiller un esprit critique, je pouvais faire connaître les textes qui, moi, m'ont éclairé, édifié et aidé à vivre. Et cette dimension-là du métier est ce qui nous permet de supporter des conditions de travail souvent inqualifiables. C'est intéressant parce que dans la transmission des livres qu'on fait lire, qu'on fait découvrir à des jeunes, effectivement, c'est le moyen de se construire, de grandir et justement de passer de cet âge presque innocent dont vous parliez tout à l'heure à l'âge adulte. Vous, s'il y a un livre, par exemple, que vous avez lu jeune qui vous a aidé dans cette évolution, il y en a un ou pas ? Alors, il y en a plusieurs, et c'est vrai aussi que souvent, moi j'ai beaucoup lu de contes enfants, et dans les contes, on a souvent des personnages d'enfants fragiles, vulnérables et petits qui s'en sortent quand même et vont triompher de l'ogre, du monstre, de la forêt obscure, etc. Donc je pense que c'est important que les enfants aient accès à cette littérature où ils s'aperçoivent que finalement, être vulnérable, être petit, être fragile, d'abord ça ne dure pas, et puis on peut quand même s'en sortir. Après, le vrai premier choc littéraire, pour moi, c'est Baudelaire. Ce sont les Fleurs du Mal. Et pourquoi ? Quand même, attendez, Baudelaire, mais c'est merveilleux. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment eu le sentiment, en le lisant, assez jeune, enfin, je sais pas, vers 13-14 ans, de me trouver un frère en déréliction, un frère... j'ai eu le sentiment d'une familiarité, d'une affinité, et je continue encore aujourd'hui à lire Les Fleurs du Mal. C'est pas le plus accessible. Vous l'avez conseillé aux plus jeunes quand vous étiez enseignante ? C'est pas le plus accessible. De toute façon, non. C'est pas très dur. C'est vraiment c'est vraiment un passage obligé, Baudelaire, au lycée. Et comment on fait pour enseigner aussi, non pas seulement le goût de la lecture, mais aussi peut-être le goût de l'écriture ? Alors, on fait, moi j'étais prof de lettres, on les fait beaucoup écrire quand même, les élèves, on les met beaucoup en situation de... Mais est-ce que ça provoque un goût ? Écoutez, oui. Alors après, je peux pas vous dire que tous les élèves qui sont passés entre mes mains sont devenus des autrices et des auteurs, mais parfois il y a une vraie découverte, et puis on brise un tabou, c'est-à-dire qu'on leur montre qu'ils peuvent le faire aussi, que tous les auteurs ne sont pas morts, que c'est quelque chose qui peut être à eux. Mais certains de mes élèves avaient déjà une pratique d'écriture avant que moi et mes collègues les mettions en situation d'écrire. On a des élèves qui écrivent des poèmes, des chansons. Est-ce que vous pensez justement que c'est un petit peu un cliché ? On a parlé des réseaux sociaux, on pourrait aussi
sans tomber dans le débat sur les écrans, parlait du fait que les plus jeunes lisent moins, n'écrivent plus. Est-ce que vous trouvez que ça c'est un cliché, qu'en fait il y a quand même toujours un goût pour écrire et que certains écrivent indépendamment peut-être de ce qu'on entend actuellement sur ces sujets-là? Alors, il y a des chiffres malheureusement incontournables qui montrent qu'effectivement on lit moins. Cela dit, prenez le métro, vous verrez toujours des gens avec des bouquins à la main, et des gens très jeunes. Et moi, il m'arrive de me déplacer dans un établissement scolaire, alors non plus en tant qu'enseignante, mais en tant qu'autrice. Et alors, évidemment, dans des situations un peu particulières, pour eux, qui rencontrent précisément une écrivaine. Et je suis frappée par le fait que les livres peuvent susciter un engouement, une ferveur, et que parfois, ils m'amènent des textes qu'ils ont écrits en écho aux miens. Donc, non, ce discours un peu pessimiste et décliniste, je n'y souscris pas. Vous avez écrit 11 romans, vous écrivez aussi des polars, vous avez écrit 3 pièces de théâtre. Comment vous choisissez tel ou tel type d'écriture à certains moments? Qu'est-ce qui vous pousse à vous dire, là je vais faire quelque chose peut-être de plus collectif avec le théâtre, ou là je vais être dans une activité solitaire en écrivant un roman? Alors, je savais pas que le théâtre, ce serait aussi collectif. Ça vous avait c'était trop? Non, c'est extraordinaire. Parce que précisément, quand on écrit, on est très seul. Même si moi, j'écris toujours dans les cafés, donc je suis quand même immergée dans une espèce de vie sociale. Mais ça reste une activité très solitaire, et tant mieux. Et le théâtre, très vite, le texte vous échappe, et on est dans quelque chose qui relève presque de la troupe, et c'est très réjouissant, c'est très festif, et c'est très gratifiant. Enfin voilà, moi ça me repose effectivement de ma solitude habituelle. Après, comment je choisis, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que désormais le théâtre est dans ma vie, et je continuerai j'espère en tout cas, à écrire pour le théâtre et à collaborer avec Clément Poiret ou d'autres. Et puis en plus j'écris pour le théâtre, plus je rencontre des comédiennes et comédiens pour lesquels j'ai envie d'écrire. C'est que malheureusement, la vie est trop courte, mais c'est vrai que j'ai envie d'écrire pour beaucoup des comédiens avec lesquels j'ai travaillé. Merci beaucoup Emmanuelle Bayamaktam. Autopsie mondiale, allez-y, c'est au Théâtre de la Tempête à Paris jusqu'au 22 octobre, puis en tournée dans la France à partir de janvier. Alors j'ai 2025, c'est tard, non? Janvier 2025, j'ai une mauvaise date? Ça va être en tournée en tout cas. Oui, ça part en tournée, non, bien sûr, janvier 2024. 2024, oui. 2024, dans une mise en scène de Clément Poiret. Mais Autopsie mondiale, ça se lit aussi, c'est aux éditions POL. Et pour finir, une dernière question. Vous avez le choix entre une chanson de Britney Spears ou une chanson de Michael Jackson? Je pense que vous connaissez ma réponse. Michael Jackson, évidemment. Enfin, Britney Spears, à part quelques titres. Ah, vous êtes dur avec Britney Spears. Et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Nicolas Berger, Félicie Faugère. À la prise de son, Ludovic Auger. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Midis de Culture. Merci Nicolas, bon week-end, Bon week-end, à lundi. À lundi.